Donc bonjour à tous, Antonin Viguier, donc je suis animateur Natura 2000 donc au PNR des Caps et Marais d'Opale. Et donc cet après-midi, je vais vous présenter en fait un projet de recherche en conditions réelles d'exploitation agricole qui a été monté donc par mon collègue Mathieu Boutin, qui est responsable donc chargé de mission agriculture au parc. Et donc moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce projet pour mon stage de fin d'études, donc sur une petite partie, surtout sur les chauves-souris, ce dont je vais vous parler plus précisément après. Donc, comme ça a été dit, donc Marc Lefebvre s'excuse de ne pas pouvoir être présent. Donc, il faut dire que ce projet, c'est essentiellement donc, grâce à lui, à sa volonté, voilà, d'entrer en transition. Donc, il y a une coopération avec le parc depuis 2010 à peu près. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu le secteur, les parcelles qui sont étudiées, qui ont été étudiées. Et ensuite, je ferai donc une présentation générale un peu du projet et puis je détaillerai donc la partie sur laquelle j'ai travaillé, notamment sur les chauves-souris. Voilà. Donc le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, donc c'est situé donc principalement dans le département du Pas-de-Calais. Ça inclut 154 communes avec quelques communes dans le département du Nord. Et donc grossièrement, ça va de Boulogne-sur-Mer donc à l'ouest, à Saint-Omer à l'est et au nord Calais. Et donc la zone dont je vais vous parler cet après-midi se situe donc à Guînes, c'est à 8 km au sud de Calais. Et donc on voit ici une photo aérienne de la zone atelier dont je vais vous parler, qui se situe donc, on voit en bas de l'image donc au sud la forêt de Guînes et au nord on a les marais de Guînes. Donc en fait cette zone-là a été cartographiée dans le schéma de cohérence régionale donc écologique, le SRCE, comme une zone où il fallait restaurer une trame boisée donc entre la forêt et les marais. Et de façon plus générale, à l'échelle de la région, c'est une zone de transition entre le Haut-Artois, donc au sud en bas, et la plaine maritime flamande au nord. Donc il y a des enjeux de qualité d'eau également, parce que c'est une zone de captage qui alimente donc la ville de Calais. Donc pour préciser donc l'exploitation qu'on vient de voir en photo là, donc la localisation c'est à Guînes, la forme juridique c'est une EARL avec une unité de travailleurs humains donc de 2,5, une surface agricole utile de 190 hectares. Et donc c'est une zone de grande culture avec des rotations assez complexes mais qui inclut donc le blé, du blé, de l'escourgeon, du colza, pommes de terre, lin, poireaux, etc. Divers cultures. Et on a un atelier spécifique de vente directe de pommes de terre à la ferme. Donc là, je vais vous dessiner un petit peu la trajectoire qu'a suivi donc, Marc Lefebvre sur son exploitation. C'est qu'à la fin donc, des années 90, il y a eu une réflexion en fait, sur l'arrêt définitif du labour et le passage à des techniques culturales simplifiées. Parce qu'en fait, par rapport à des problématiques d'érosion, parce qu'il y a des zones fortement érodées en fait, dans la plaine agricole que je vous ai montrée. Et il y a également une volonté de réduire l'usage des produits phytosanitaires, donc à bas volume. Donc ensuite, dans les années 2000, donc, on a eu la signature d'un contrat territorial d'exploitation, donc c'est avant les MAE, avec une obligation de couverture hivernale des sols. Et puis petit à petit, en fait, la réflexion sur le non-travail du sol, il y a eu également l'apport d'éléments végétaux, de linéaires végétaux, donc avec la mise en place de bandes enherbées, donc au début avec la communauté de communes, puis plus tard, donc en 2010, l'implantation de bandes fleuries et de haies avec l'aide du parc naturel régional. Et entre-temps, il y a eu donc la culture de betterave qui a été abandonnée et le passage en semi-direct. Donc on voit qu'il y a de nombreux changements et cette exploitation est toujours en évolution grâce à la volonté de cet agriculteur. Et donc on arrive aujourd'hui à environ de l'agroforesterie sur près de 70 hectares de grandes cultures qui sont en semi-direct sous couvert végétal. Donc maintenant je vais vous présenter le projet de recherche qui a été monté par le parc. Donc c'est un projet de lien entre la biodiversité et l'agriculture avec plusieurs problématiques. Donc le retour de la biodiversité en plaine agricole, l'impact de cette biodiversité sur la production agricole et le rôle des aménagements qui ont été mis en place sur la fonctionnalité du corridor, donc ce corridor que j'évoquais entre la forêt et le marais. Donc le site atelier, c'est là où les aménagements sont les plus denses. C'est une zone pérenne de recherche
Et le parc a un partenariat avec de nombreux organismes, donc, tels que des universités à Lille, donc l'Université catholique de Lille, l'Université Sciences et Techniques de Lille, l'ISA qui est un organisme de recherche économique, la Fredon et la Coordination mammalogique du Nord de la France qui est une association naturaliste. Et donc ce projet a été réalisé grâce à des financements publics donc, de la région et puis de l'agence de l'eau Artois-Picardie pour les problématiques de qualité de l'eau que j'ai évoquées. Donc il se découpe en deux parties. En fait, la première période du projet s'appelait Agricobio, donc de 2011 jusqu'à 2014. Et puis ensuite, le projet Agrotram de 2015 jusqu'à 2017. Donc là, je vais vous dresser donc, rapidement les premiers résultats, donc la première période Agricobio. Donc les premiers résultats, c'est que les bandes enherbées qui ont été mises en place constituent des zones de refuge pour divers organismes. Donc les vers de terre, des colomboles, les cirfes, les coccinelles, les chrysopes et le hérisson. Donc, pour donner quelques exemples, les densités de vers de terre et de colomboles qui ont été trouvées au sein des bandes enherbées sont plus importantes que ce qu'on trouve au milieu des cultures. Par contre, on a grosso modo les mêmes espèces en fait. On n'a pas forcément de différenciation. Et pour les hérissons qui ont été suivis grâce à du radiopistage, on voit que les bandes enherbées sont utilisées pour les hérissons pour faire leur nid. Et ensuite, donc, ils vont se reposer le jour dans ces bandes enherbées, puis ils vont ensuite chasser la nuit au sein des cultures, les divers insectes. C'est aussi une zone source pour les carabes. Il y a des espèces de carabes spécifiques des prairies qui ont été trouvées au sein des bandes enherbées, qui ne sont pas celles qu'on va trouver en pleine culture, et qui dispersent depuis les bandes enherbées jusqu'à l'intérieur des cultures. Et ça constitue également, donc, ces aménagements, une voie de déplacement pour donc, la faune du sol, le hérisson, j'en ai parlé, possiblement le muscardin, qui est un mammifère forestier, un petit micro-mammifère, et donc qui est présent dans la forêt de Guînes, et qui a été trouvé en lisière. Donc on se dit, peut-être que ces lignes agroforestières, ces haies implantées pourraient lui servir de passage. Et donc le rôle de régulation des pics de ravageurs, donc, notamment sur les micro-mammifères, en fait, il y a eu des piégeages de micro-mammifères et qui ont montré qu'en fait, les densités de mammifères donc, qui sont présentes, puisqu'il y a des ravages dus aux campagnols terrestres, aux campagnols des champs dans le secteur. Et là, ces parcelles de Marc Lefebvre sont relativement peu... il y a relativement peu de dégâts. Et donc on se dit que ces bandes enherbées favorisent aussi la venue des prédateurs. Donc on avance petit à petit en fait dans le programme de recherche sur ces éléments-là. Donc le programme Agrotram, donc, qui a suivi Agricobio, donc reprend donc c'est à propos des mêmes questions, avec deux actions principales, donc l'étude le suivi des ravageurs et des auxiliaires de culture, et puis une autre action qui vise à évaluer donc l'efficience économique, oui, de cette transition. Donc ici, on a une carte du secteur donc, où j'ai mis les différentes cultures et on voit, donc je vais utiliser le pointeur, on voit donc la zone atelier dont je vous parle ici, donc en pointillé bleu foncé, bleu clair, ce sont les haies. Donc il y a des haies qui ont été plantées à différentes années, donc les plus vieilles datent de 2010. Et il y a d'autres qui ont été implantées en 2014-2015. Et on a également donc, les pointillés noirs. Là, ce sont les lignes agroforestières. Donc là, on est vraiment sur les structures végétalisées en plein milieu des grandes cultures. Et ce sont des lignes qui sont espacées d'à peu près 50 mètres, en fait. Voilà. Donc, quelques photos de ces aménagements. Donc ici, on a une haie développée. Donc ce sont les plus anciennes haies, donc qui bordent un peu les parcelles. Ici, on a les alignements agroforestiers qui sont donc intraparcellaires, donc qui ont été plantés en 2014 principalement. Et là, on a une haie basse qui avait été plantée donc, avant le programme de recherche. Donc on a des haies qui sont relativement jeunes dans l'ensemble, mais avec des structures différentes. Donc maintenant, je vais vous détailler un petit peu l'étude sur les chiroptères sur lesquels j'ai travaillé, parce que je ne vais pas détailler tous les indicateurs qui ont été cités. Donc, alors pourquoi avoir choisi comme indicateur notamment les chiroptères? Alors, dans la bibliographie, donc, il y a plusieurs études qui montrent, enfin, on sait que les espèces de chauves-souris en général sont dépendantes des linéaires boisés, donc elles utilisent en fait avec leurs ultrasons en fait, pour se repérer dans le paysage. Donc les espèces ne sont pas toutes identiques. On a notamment donc, les rhinolophes et les oreillards qui sont des espèces qui sont connues pour être très dépendantes de ces linéaires. Et puis on a des espèces qui peuvent s'en passer un peu plus. Donc ce sont également de potentiels auxiliaires de culture. Donc il y a des études notamment en France sur des vergers, donc c'est un milieu qui est tout à fait différent, mais sur des vergers, il a été montré qu'il y avait une prédation importante sur le Carpocaps de la pomme.
Et on a des études aussi en Espagne, dans le delta de l'Èbre, sur la pyrale du riz. Donc en fait, les chauves-souris qui prédatent les papillons nocturnes, prédatés également donc, des diptères et des hémiptères. Donc, et on avait aussi une connaissance initiale des chiroptères sur le site avec des gîtes à proximité et un partenariat étroit avec la coordination mammalogique du nord de la France. Donc, je vais vous présenter un petit peu la problématique et les questions de recherche sur les chauves-souris, en sachant que c'est assez proche des questions qui peuvent se poser sur d'autres groupes sur le site. Donc, l'idée, c'est de savoir si les bandes enherbées, les alignements agroforestiers qui ont été implantés donc à Guînes, peuvent servir de renforcer le corridor pour les chauves-souris, et puis servir aussi à ces animaux à chasser sur le site. Est-ce que la zone est intéressante pour elles? Donc on a l'hypothèse, c'est qu'avec le temps, on a un développement des aménagements agroforestiers qui pourrait conduire donc à une augmentation de la fréquentation, de l'activité de chasse et de la richesse spécifique des chauves-souris qui sont trouvées sur le secteur par rapport aux parcelles environnement. Donc là, je parle bien de la zone d'atelier dont je vous ai montré, là où il y a une densité d'à peu près 154 mètres linéaires végétalisés par hectare, alors que sur l'ensemble du bassin, on est à peu près à 20 mètres linéaires par hectare, quoi. Donc c'est pas comparable. Donc les matériels et méthodes, donc rapidement, en fait, on a utilisé des enregistrements ultrasonores, donc ce sont des enregistreurs passifs qu'on laisse toute une nuit et qui vont enregistrer les passages des chauves-souris. Et on reconnaît après, grâce aux ultrasons, les espèces. Et puis on peut même aller plus finement sur est-ce que la chauve-souris est simplement en transit, elle utilise les haies comme corridor, ou est-ce que la chauve-souris est en chasse, avec des signaux plus rapprochés. Donc ça, c'est donc depuis, ça a été fait sur 6 ans, hein, 2 fois 3 ans, donc de fin mai à mi-août. Et donc, il y a des enregistreurs qui ont été placés sur la zone atelier, en dehors de la zone atelier. Et après, plus précisément, on a essayé de distinguer les aménagements, c'est-à-dire avec des enregistrements des passages de chauves-souris sur les haies, sur les lignes agroforestières et entre les lignes agroforestières. Donc après, il y a des modèles statistiques qui ont été utilisés sur ces données. Et donc, le radiopistage, c'est qu'en 2016, on a équipé 2 pipistrelles communes, donc qui est la chauve-souris la plus commune sur le site, et 4 pipistrelles communes en 2017, et qu'on a suivi leur déplacement, donc à l'aide d'émetteurs, on a suivi leur déplacement sur l'ensemble du site pour voir comment elles utilisaient ces parcelles, est-ce que c'était une zone de chasse intéressante pour elles. Donc je vous présente les principaux résultats, donc, qui concernent surtout donc, vraiment au sein de la parcelle la distinction entre les aménagements. Donc on voit ici un graphique qui présente l'activité, donc c'est le nombre de contacts par heure, c'est-à-dire le nombre de signaux en fait, des chauves-souris par heure pendant la nuit, donc en fonction des aménagements. Et on voit que les haies, donc les haies qui ont été implantées les plus anciennes, là en 2009-2010, se distinguent clairement des autres aménagements. Donc, et là, on voit que les lignes agroforestières sont encore très jeunes et qu'elles ne sont pas forcément plus utilisées par les chauves-souris qu'entre ces lignes. Donc on a un peu le même résultat pour la probabilité de chasse en fonction du milieu. Donc là, c'est une probabilité, en fait, est-ce que les chauves-souris qu'on a, en fonction des contacts qu'on a, c'est est-ce que la chauve-souris est en chasse ou est-ce qu'elle est en simple transit? Et on voit qu'au niveau des haies, on a une activité de chasse qui est beaucoup plus importante, ce qui montre que ces haies, même si elles sont relativement jeunes, ont déjà un effet sur le passage des chauves-souris. Donc là, c'est une cartographie du radiopistage, où l'on voit que les chauves-souris, en fait, se déplacent sur le site, sur l'linéaire, et peuvent passer en fait 1 heure de chasse pendant leur nuit, où elles peuvent chasser de 4 à 5 heures. Elles peuvent passer 1 heure au sein des parcelles à chasser. Donc, pour conclure rapidement, ça veut dire que les aménagements qui ont été mis en place, même s'ils sont jeunes, on voit déjà des effets sur la fonctionnalité du corridor, que c'est une zone de passage, mais aussi de chasse pour les chauves-souris. Que cet effet, on le voit surtout sur les haies, mais pas encore sur les lignes agroforestières qui sont amenées à se développer, donc c'est plutôt encourageant si elles ont au final le même effet que les haies. Et on a une diversité d'espèces de chiroptères qui ont été trouvées, donc 18 espèces sur les 21 trouvées en région, mais par contre une dominance de la pipistrelle commune. Et c'est sur cette pipistrelle commune qu'il va falloir étudier l'effet auxiliaire maintenant, c'est-à-dire il y aura des analyses du guano, donc, qui a été récolté lors des captures, et on va voir les proies qui ont été consommées par ces chauves-souris qui sont présentes sur le site, et essayer de lier aussi l'activité au pic de ces ravageurs, de papillons nocturnes notamment. Donc c'est juste là les conditions pour qu'un tel projet se mette en place. Donc il faut de l'aide à l'investissement parce que déjà tous ces aménagements, donc ça représente quand même des moyens importants. Donc tout ça c'est possible grâce au financement de la région et de l'agence de l'eau.
Il faut de l'amélioration de la connaissance parce qu'on s'est heurté aussi au niveau bibliographie. Par exemple, pour prendre l'exemple des chauves-souris, il y a assez peu d'études vraiment en milieu agricole sur le déplacement des chauves-souris. Et il faut enfin accompagner. Donc, un tel projet peut permettre de montrer l'exemple et aussi de convaincre les agriculteurs de l'utilité de ces éléments pour la faune. Voilà, je vous remercie de votre attention.